la présence, dans cet accident, d'un camion militaire. Pourquoi ? Pour écrire cette histoire, je me suis appuyé sur le livre de Denis Langlois, L'affaire Saint-Aubin, aux éditions de La Différence. Il sera là tout à l'heure pour le débrief. Simon Veil m'a aidé à écrire ce récit. La réalisation est de Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire commence par une scène mythique des années 60. Le 4 juillet 1964 à Dijon, la famille Saint-Aubin part en vacances. Les parents, Jean et André, qui sont bijoutiers à Dijon, baissent le rideau de leur boutique de la place Grangier. Et c'est parti. Direction Fréjus, le domaine du pain de la Lègue, où les Saint-Aubin ont acheté 2 parcelles pour installer leur caravane. C'est un camping de luxe, avec piscine, tennis, restaurant et même cinéma. Tout ça les attend au bout de la route. Mais les parents Saint-Aubin ne partent pas seuls. Dans leur voiture, leur Chrysler grise qui tire la caravane, il y a Philippe, 14 ans, leur petit dernier. Et puis derrière, dans sa Volvo 122 Sport, il y a leur fils aîné Jean-Claude, 22 ans. Sa voiture est immatriculée en Suisse normale. En ce moment, il fait un stage d'agent commercial à Genève. Et à côté de lui, sur le siège passager, il y a Dominique. Une gamine de 16 ans, c'est la fille d'un pâtissier-confiseur de Dijon. Elle va rejoindre sa sœur au domaine du pain de la Lègue. Jean-Claude, lui, cette longue route vers le sud, ça ne l'effraie pas. Il est pilote de rallye. Et puis encore derrière, au volant d'une Opel, il y a l'autre fils des Saint-Aubin, François, 21 ans, qui fait des études de joaillerie à Genève, lui aussi. Vous remarquerez au passage qu'ils partent à 3 voitures. Alors qu'en se serrant un peu, ils auraient pu tenir dans une seule voiture. Mais ce sont les années 60. Les gamins ont voulu prendre chacun leur bagnole. Et peu importe s'il y a 3 voitures, ils vont cramer au moins 40 litres au 100 km. Ok, boomer, en route pour la Grande Bleue. Dijon, Lyon, Vienne, Valence, avec des arrêts pour faire le plein et d'autres pour manger, ils ont prévu de rouler toute la nuit. Et à cette heure-là, ils croient encore qu'ils roulent vers le bonheur. Au petit matin, à 80 km environ de Fréjus, alors qu'il se met à pleuvoir, le fils aîné, Jean-Claude, qui roule en tête du convoi familial, s'arrête sur le bas-côté. Son frère François, qui est juste derrière, s'arrête à sa hauteur. « Y a un problème, Jean-Claude ? » Non, non, non. Tout va bien, continuez. Je vous suis. Les parents Saint-Aubin et leur fils François arrivent donc les premiers au domaine vers 7h30 du matin. Ils installent la caravane. Vas-y, recule. Un poil à gauche. Voilà, recule encore. Stop, c'est bon. Et André, la mère, se met à préparer la table du petit déjeuner. Et vers 9h, arrive le gardien du domaine dans sa 2 chevaux. Il soulève sa vitre. Il est décomposé. Votre fils, il a eu un accident pas très loin d'ici. La voiture est entrée dans un arbre et ils sont morts. Ils sont morts tous les 2. Jean-Claude est mort. Et la petite du pâtissier, Dominique aussi. Le père et son fils François filent illico à la gendarmerie de Fréjus. Dites-moi, monsieur Saint-Aubin, vous avez une idée de la cause de l'accident ? Il était fatigué, votre fils ? Ben, oui, on a roulé une bonne partie de la nuit, mais on a fait plusieurs pauses. Et la dernière, c'était une 20aine de kilomètres après Aix-en-Provence. Et Jean-Claude s'est arrêté ensuite pour se reposer. Il nous a dit d'y aller. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Et ensuite, ils vont le voir, à l'hôpital qui est juste en face. Le fils soutenant le père. Jean-Claude est là, sur un lit. On pourrait croire qu'il dort. Pas de blessure apparente, juste un pansement à la tempe droite. Et à côté, il y a la petite Dominique, le visage beaucoup plus marqué. Elle a une plaie béante au crâne et de multiples fractures. Forcément, elle était du côté de l'impact. Les obsèques de Jean-Claude Saint-Aubin et de la jeune Dominique Kédache ont lieu 3 jours plus tard à Dijon. Voilà,
C'est un accident. C'est la faute à pas de chance. Sauf que François, le frère, n'y croit pas une minute. Enfin, c'est pas possible. Jean-Claude conduisait trop bien. Je dis que quelque chose l'a gêné. Un chien, je sais pas, un piéton, une voiture. C'est impossible qu'il ait quitté la route comme ça. Il faut voir absolument le rapport des gendarmes. 8 jours plus tard, les Saint-Aubin se procurent le fameux rapport d'accident de la gendarmerie auprès du tribunal. Et ils vont le lire tout de suite au café voisin. L'accident s'est produit vers 7 heures sur la route nationale 7 au lieu dit Les Esclapes, commune de Puget-sur-Argence, entre Lemuy et Fréjus, au kilomètre 93. Le conducteur circulait à vive allure en direction de Fréjus. Il a perdu le contrôle en franchissant un dos d'âne suivi d'un virage 80 mètres avant l'accident. Il est venu se jeter sur le flanc côté droit contre un platane bordant la chaussée à gauche dans le sens de la marche. Et ensuite, toute la famille va sur place. Normal. Ils veulent voir où Jean-Claude a trouvé la mort. Et donc ils vont au pied du platane. Et c'est le père qui, le premier, remarque que quelque chose ne colle pas. Mais enfin, le virage. Le virage, il est à plus de 80 mètres du platane. Alors il mesure plusieurs fois. Le virage qui suit ce dos d'âne est à près de 200 mètres du platane. Et encore virage. C'est une légère courbe. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de trace de freinage. Et ça, le frère François, il le remarque. Enfin, c'est pas possible, quoi. S'il avait dérapé, il aurait percuté l'arbre de face, ou je sais pas, avec le flanc gauche. Mais là, il fait un tête à queue, et il se retrouve pratiquement dans le sens contraire de la marche. Il s'est passé quelque chose. La voiture a heurté un obstacle. D'après le rapport, il y a un témoin de l'accident. Un certain Jean-Pierre Goursolas, qui allait au travail en mobilette. Il raconte qu'il s'est fait doubler 100 mètres avant le virage par une voiture immatriculée en Suisse qui roulait très vite, au moins 90 km/h au lieu des 50 km/h autorisés. Et qu'après, il a vu la voiture qui sautait, qui zigzaguait et qui s'est mise en travers avant de s'écraser contre le platane. Ce Jean-Pierre, les Saint-Aubin vont le voir. Eh bien, il m'a doublé, une centaine de mètres avant le virage. Et quand moi-même je suis sorti du virage, eh ben, c'est là que j'ai vu la voiture écrasée contre l'arbre, quoi. Donc il n'a pas vu l'accident. Il est arrivé après. Mais pourquoi diable les gendarmes lui font-ils dire ce qu'il n'a pas vu? En attendant, c'est un accident. Et donc 10 jours plus tard, puisque c'est un accident, le procureur classe le dossier sans suite. Et là, les Saint-Aubin vont voir leur avocat. Eh bien, c'est extrêmement simple, hein. Nous n'avons qu'à porter plainte contre X pour homicide involontaire, voilà tout. Ça va les obliger à ouvrir une enquête. La plainte est déposée le 4 août 1964 à Draguignan. Et une juge d'instruction, la juge Monique Mabelli, est désignée pour mener l'enquête. Et dans les jours qui suivent, miracle, les gendarmes trouvent 4 autres témoins de l'accident. D'abord un fermier, Paul Honorat, qui habite en contrebas de la Nationale. Il a entendu un sifflement de pneus. Il a vu derrière les arbustes une voiture raser le bord droit avant de retraverser la route en oblique. Et ensuite, il a entendu un choc terrible. Et puis, il y a Daniel Garcia, chef magasinier à Puget. Lui a un jardin à une 50aine de mètres de la route. Et il a entendu comme 2 coups de frein et un gros bruit métallique. C'est lui qui a appelé les gendarmes. Et puis, il y a un certain Gregorio Valero, un pépiniériste espagnol qui habite à 200 mètres du lieu de l'accident. Lui, il a entendu un bruit violent. Et enfin, le dernier témoin est un commerçant de Grasse qui s'appelle Monsieur Mirgen et qui roulait sur la Nationale 7 dans sa Citroën quand il s'est fait doubler par la Volvo. 12 kilomètres environ avant le lieu de l'accident. Je peux vous dire qu'il roulait vite. Et j'ai vu le conducteur commettre de graves fautes de conduite. Passer de justesse entre 2 files de voitures, quoi. Et d'ailleurs, j'ai dit aux gens qui étaient avec moi dans la voiture, à cette vitesse-là, je crois qu'ils vont pas finir leurs vacances. Pour Jean-Claude Saint-Aubin, la victime, c'est accablant. Il faisait le Fangio sur la Nationale 7, voilà tout. Pas surprenant non plus pour un pilote de rallye. Et donc la juge va rendre un non-lieu. Et puis c'est tout. Et je dois vous dire que les parents de la petite Dominique, les pâtissiers de Dijon, sont très en colère. Jean-Claude est responsable de la mort de leur fille. Et ça, pour les Saint-Aubin,
les bijoutiers. C'est la ligne rouge. Non, leur fils n'est pas un chauffard. Et ils vont le prouver. Quelques jours plus tard, les Saint-Aubin s'arrêtent pour prendre de l'essence à la station des Arènes, juste à l'entrée de Fréjus. Et la jeune femme qui leur sert l'essence, qui s'appelle Fernande, remarque qu'André Saint-Aubin est tout en noir. « Excusez-moi, vous êtes bien la mère du garçon qui s'est tué aux esclaves ?»« Oui. Eh bien, figurez-vous que la semaine dernière, j'ai assisté à un accrochage devant ma station essence, juste un peu de tôle froissée. Et j'ai dit devant un de mes clients, qui était un militaire, « Ah ben celui-là, il a eu plus de chance que le Suisse qui s'est écrasé contre l'arbre. » Et là, le militaire, eh bien, il a tout de suite réagi. Il m'a dit, « Ah non, pour le Suisse, ça s'est pas passé comme ça. En fait, c'était pas sa faute, il a juste voulu éviter une voiture qui doublait un camion militaire. » Voilà ce qu'il m'a dit. Les Saint-Aubin sont estomaqués. Et encore plus estomaqués quand une semaine plus tard, la même pompiste, la même Fernande, leur apporte des précisions. Celui qui m'a dit ça, c'est un adjudant. Il habite Puget-sur-Argens. Et lui, il tient cette histoire d'un harki, un Algérien qui a assisté à l'accident, lui. Et il lui a raconté que la voiture de votre fils avait été gênée par une 203 et un camion militaire. Et ce harki, madame, il y a moyen de le retrouver? L'adjudant m'a dit qu'il savait pas où il habitait, mais qu'il savait où il travaillait, dans une usine pas loin des Escapes, et qu'il logeait dans des baraquements près de chez lui. Mais d'après ce qu'il m'a dit, ce harki, il est reparti. Les Saint-Aubin filent tout droit chez leur avocat, lequel prévient la juge Mabelli. Mais la juge Mabelli est en vacances, et donc c'est le juge Minot qui la remplace. Un harki? Mais où voulez-vous que je trouve un harki? Enfin, il y en a des dizaines de milliers de harkis dans la région. Mais l'avocat des Saint-Aubin lui rétorque. Mais des camions militaires, il y en a moins, hein? Oui, certes. Écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Finalement, les gendarmes retrouvent la trace du véhicule militaire qui est passé aux Esclapes le dimanche 5 juillet vers 7 heures du matin. C'est une camionnette Renault bâchée, numéro 468-075. Elle appartient au camp d'Essert, qui est cantonné à Puget-sur-Argens. Les gendarmes interrogent le conducteur, le soldat de première classe Toundi, qui est originaire du Niger, et qui était avec le caporal-chef Sangouan, qui lui est originaire de Haute-Volta. Il dit qu'il est passé sur les lieux de l'accident à 7h10. Et comme il y avait déjà des gens qui portaient secours aux victimes, il ne s'est pas arrêté. Et au retour non plus. Je me suis pas arrêté, forcément. Les gendarmes étaient déjà là. Déjà là? À 7h10? Sur le rapport des gendarmes eux-mêmes, il est écrit qu'ils sont arrivés sur place à 7h40. Ils pipotent, le première classe Toundi. Il pipote. Et d'ailleurs, il a dû gamberger parce que le 14 septembre, lui et son copain caporal-chef changent leur témoignage. En fait, je suis passé sur les lieux de l'accident vers 7h25. Et j'ai vu une voiture contre un arbre. Mais je me suis pas arrêté parce que, y avait plus personne sur les lieux, quoi. Et le copain répète la même histoire, mot pour mot. Ils mentent. Le carnet de bord du camion indique qu'ils sont rentrés au camp à 7h20. Et on vérifie, à 7h25, il y avait encore des gens sur place. Pourquoi mentent-ils? Quand elle rentre de vacances, tout ça en tout cas n'a pas l'air de beaucoup intéresser la juge Mabelli. Oui, écoutez, je verrai. Et des mois passent. Et puis finalement, la juge se résout à entendre les 2 militaires africains. Oh, dommage, le bataillon africain a été dissous. Et ils sont rentrés dans leur pays. C'est ballot. Mais il y avait 3 autres militaires à l'arrière du camion. Oh, zut, les archives du bataillon ont été détruites. On ne peut pas retrouver leurs traces. Bon, impossible d'aller plus loin alors. Le 12 mai 1965, la juge Mabelli signe une ordonnance de non-lieu. Il n'y a plus d'enquête. C'est fini. Mais les Saint-Aubin ne lâchent pas l'affaire. L'été suivant, ils reviennent en vacances sur leur terrain du Pin de la Lègue. Et la mère Saint-Aubin retourne voir la pompiste, laquelle, ça tombe bien, a revu son adjudant.
Et j'ai son nom, ça y est. Il s'appelle Roger Henry. Et il m'a donné le nom du harki. Je l'ai noté sur un bout de papier, attendez. Il s'appelle Mohamed Moualkia. Il travaillait à la Sabag, l'usine de parpaing des Esclaves. Et maintenant, il est au Bousquet d'Orbe, dans l'Hérault. Vous devriez aller le voir, hein. Et dites bien à Moualkia que vous venez de la part de l'adjudant Henry. Ils vont le voir tout de suite. La trentaine, grand, mince, sec, en tenue de peintre, le béret sur la tête. « Mon Dieu, madame, ton fils y est pour rien. Hein? Il pouvait pas passer. C'est le camion militaire qui l'a envoyé dans l'arbre. Et il y avait aussi une 203. C'est gravé dans ma tête tout ça. J'oublierai jamais tout ça. » Et il accepte de témoigner devant un huissier de justice. Rendez-vous pris l'après-midi même, à 15h, chez maître Nevado à Lodève. Moi, j'allais travailler à la Sabac, et j'ai vu une camionnette militaire qui a heurté la voiture. Et la voiture, elle est allée dans l'arbre. Et il a vu une 203 noire passer juste après, sans s'arrêter. C'était une voiture qui avait la peinture blanche et rouge près de la plaque. Blanc, rouge et bleu, comme les voitures de l'armée. Le gars signe son témoignage sans hésiter. Et l'automne passe. Et le 9 décembre 1965, le procureur Paoli de Draguignan ordonne une nouvelle enquête pour vérifier la présence sur place de Moualkia, le jour de l'accident. Ce qu'il a vu, peu importe, on ne l'interroge même pas. On interroge surtout des témoins qui disent qu'ils ne l'ont pas vu sur place. Et comme par ailleurs, soyons honnêtes, sur les registres de son usine, la Sabac, il est écrit qu'il travaillait ce matin-là, de 5h du matin jusqu'à midi. Il n'a pas pu voir l'accident. Et donc le procureur en conclut qu'il a menti. Et il clôt son enquête. C'est troublant ça, hein? Le type dit qu'il a assisté à un accident, or à cette heure-là, il travaillait. Alors les Saint-Aubin vont à l'usine, ils demandent à voir le registre de pointage du personnel. Oh, bien sûr, si ça peut vous rendre service, je vais vous le montrer. Tenez, de toute façon, les gendarmes sont déjà venus pour la même chose, hein. Les Saint-Aubin ouvrent le registre, et à la date du 5 juillet 1964, ils remarquent que le registre a été trafiqué, grossièrement trafiqué. Les heures d'arrivée et de départ de l'ouvrier Moualkia sont surchargées. Alors les Saint-Aubin font venir un huissier de justice qui, avec l'accord du patron, constate la bidouille. Ah, ça me paraît très clair, hein. Les chiffres ont été surchargés, hein. Sous le 5, il y a un autre chiffre, et pour le 7, c'est la même chose. Et là, le directeur de l'usine se penche sur le registre. Enfin, c'est incroyable. Mais qui a fait ça? En plus, c'est absurde, parce que le 5 juillet, c'était un dimanche. Et il y a écrit qu'il a embauché à 5 heures. Mais le dimanche, l'usine, elle ouvre qu'à 9 heures. Et donc, Mohamed Moualkia n'est pas un menteur. 2 ans après l'accident, en juillet 1966, harcelé par les Saint-Aubin, le ministère de la Justice demande au procureur de relancer l'enquête. Et 1 mois plus tard, les gendarmes entendent Mohamed Moualkia, le harki, qui leur redit ce qu'il a déjà dit 1 an plus tôt à l'huissier de justice. Le camion militaire qui se déporte vers la gauche au moment où Jean-Claude le double, et la 203 noire qui suivait le camion et qui ne s'arrête pas. Mais dites-moi, monsieur Moualkia, pourquoi est-ce que vous-même, vous ne vous êtes pas arrêté? Parce que j'étais déjà en retard pour me rendre au travail. J'ai eu peur, quoi, j'ai pas réfléchi. Le procureur en conclut qu'il n'est pas crédible. Et il classe définitivement cette affaire le 18 novembre 1966. Et le père Saint-Aubin est tenté de dire bon, lâchons l'affaire. Mais la mère ne lâchera jamais. Un jour, un détective pousse la porte de la bijouterie. Il s'appelle Bouvet. C'est un ancien militaire, et une de ses clientes lui a parlé de l'affaire Saint-Aubin. Il vient simplement proposer ses services. Pour 1500 francs, ça vous va? 1500 francs? D'accord. Mais au bout de 6 mois, il n'a pas avancé d'un poil. Vous comprenez, c'est une affaire très embrouillée, quoi. Il y a trop de gens qui sont en cause. Par contre, pour les notes de frais, les voyages et les coups de fil à l'étranger, ça va, hein?
les Saint-Aubin décident de le virer. Vous avez tort, hein. Vous avez tort, je suis l'homme de la situation. J'ai travaillé dans les services secrets en Algérie contre l'OAS. Et moi je les connais bien, ces histoires de barbouze. De barbouze. À partir de là, le mot barbouze se met à trotter dans la tête des Saint-Aubin. Alors qu'est-ce que c'est qu'un barbouze en France en 1964 ? Eh bien c'est quelqu'un qui fait la basse besogne du gaullisme, une sorte de service secret parallèle, chargé notamment de liquider les ennemis de l'indépendance de l'Algérie, les membres de l'OAS. Est-ce que ce jour-là, des barbouzes ne se sont pas tout simplement trompés de cible ? Est-ce qu'ils n'ont pas pris Jean-Claude Saint-Aubin pour un membre de l'OAS à cause de sa voiture immatriculée en Suisse ? Car il se trouve que 6 semaines après l'accident, le 15 août 64, un commando de l'OAS justement, venu de Suisse, a tenté de tuer le général de Gaulle au Mont Faron. Ils ont placé une bombe dans une jarre qui heureusement n'a pas explosé. Est-ce que des barbouzes n'étaient pas sur la trace de ce commando ? Est-ce qu'ils n'ont pas liquidé Jean-Claude par erreur, à cause de sa voiture immatriculée en Suisse ? Je sais, c'est une hypothèse un peu tirée par les cheveux, mais c'est une hypothèse. Et cette hypothèse, les Saint-Aubin décident de la rendre publique lors d'une conférence de presse en septembre 69. Et 5 jours plus tard, ils reçoivent une lettre d'un certain Jacques Bordier. C'est un ancien membre de l'OAS, il habite en Allemagne. Il leur donne rendez-vous dans un café de Munich. Et voilà ce qu'il leur chuchote. Celui qu'ils ont confondu avec votre fils. J'en suis presque sûr. C'est le responsable de l'OAS en Suisse, Méningo. Il vit actuellement à Genève sous une fausse identité. Continuez, messieurs, dames. Continuez, vous êtes sur la bonne piste. Et à partir de là, André Saint-Aubin, la bonne bourgeoise dijonnaise, n'a plus qu'une idée, entrer en contact avec l'OAS pour en savoir plus. Et elle rencontre le capitaine Pierre Sergent, ancien chef d'état-major de l'OAS en France, condamné à mort, réfugié en Suisse avec toutes les polices françaises à ses trousses et finalement amnistié en juillet 1968. Écoutez, madame, il y a quelqu'un qui peut vous renseigner. C'est un ancien avocat du barreau d'Alger. Il habite maintenant à Genève. Il s'appelle Méningo. Méningo ? Mais c'est le nom qu'on leur a déjà donné. Un matin d'octobre 1976, les Saint-Aubin, accompagnés du capitaine Sergent, débarquent à Genève dans le bureau de ce Méningo. La soixantaine, forte corpulence, volubile. Sergent lui raconte leur histoire. Et la Méningo se lève d'un bond. Mais bien sûr que c'était moi qui étais visé, enfin. À l'époque, quand j'ai lu l'histoire de l'accident de votre fils dans un journal suisse, j'ai dit à ma femme, bon Dieu, c'est moi qui étais dans le collimateur. Et là, Sergent lui demande, et pourquoi t'as pensé ça ? Je devais me rendre clandestinement sur la Côte d'Azur à cette date-là, hein ? Et j'avais, comme le fils de ces messieurs-dames, une Volvo immatriculée en Suisse, à Genève, avec un numéro qui était très proche du sien. Depuis, il a changé de voiture. Mais sa Volvo était immatriculée GE 108 551. Et celle de Jean-Claude, GE 105 546. Il y a 4 chiffres en commun. Et c'était le même modèle. Une Volvo 122 Sport bicolore. Avec tout de même des différences de couleur. Celle de Jean-Claude était noire et blanche. Celle de Méningo, rouge et blanche. Mais peu importe. Les Saint-Aubin sont maintenant convaincus que leur fils a été assassiné par méprise par des barbouzes. Le couple Saint-Aubin va mettre des années à obtenir justice. Il faut attendre l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81 et la nomination de Robert Badinter comme garde des Sceaux pour que la justice accepte de réouvrir le dossier. Mais quel dossier ? Quand le conseiller technique de Badinter réclame le dossier, il a disparu, figurez-vous. Il a été perdu en 1972. Alors il y a une copie du dossier, mais elle a disparu elle aussi, envolée. C'est ballot, hein. Qu'importe. Robert Badinter demande la réouverture de l'enquête. Il désigne 3 hauts magistrats. Il reconstitue le dossier.
Et en 1985, ils rendent un rapport qui reconnaît la présence d'un camion militaire qui aurait malencontreusement provoqué l'accident. Rien de plus, hein. Ils ne retiennent pas l'hypothèse assez fumeuse, reconnaissons-le, d'un commando de Barbouze qui aurait confondu Jean-Claude avec un chef de l'OAS. Mais tout de même, quelle victoire pour les Saint-Aubin! Non, ils n'étaient pas fous. Oui, il y avait bien un camion militaire. Oui, Mohamed Moualkia a dit la vérité. Et le rapport va plus loin. Il critique la justice de l'époque. Il n'est pas facile de comprendre pourquoi de nombreux magistrats n'ont pas éprouvé la nécessité d'ordonner une expertise, une reconstitution ou au moins une confrontation entre Mohamed Moualkia et les autres témoins. Comment ont-ils pu juger sans connaître les lieux et sans vérifier la version de Moualkia? Donc, les Saint-Aubin sont des victimes dans ce dossier. Et s'ils sont victimes, alors on doit les indemniser. En septembre 1990, le ministère de la Justice reconnaît la responsabilité de l'État français dans le mauvais fonctionnement de la justice. Et il leur verse 500 000 francs. Et longtemps, en se couchant le soir, André Saint-Aubin se dira « Avec cet argent, est-ce qu'on n'a pas voulu acheter mon silence ?» Je peux vous dire que nous ne capitulerons jamais. Quoi qu'il arrive, notre vie depuis 20 ans, nous n'avons fait que crier vraiment cette vérité. Et quoi qu'il arrive, nous ne capitulerons jamais. La voix d'André Saint-Aubin, enregistrée en 1988. Je vais débriefer cette histoire avec celui qui a écrit ce livre, l'affaire Saint-Aubin, paru aux éditions La Différence, Denis Langlois. Elle est toujours vivante, André Saint-Aubin? Non, elle est décédée en 2003. Elle s'est battue son mari est décédé d'ailleurs un petit peu avant, en 94. Mais elle s'est battue jusqu'au bout. Ah, jusqu'au bout, ça a été quelque chose d'intense. Il n'y aurait pas eu d'affaire Saint-Aubin sans Madame Saint-Aubin. Elle a lutté d'une façon déterminée, obstinée. Vous avez très bien dit qu'elle appartenait à la bonne société dijonnaise et elle s'est opposée à des institutions comme la gendarmerie, l'armée, la justice. Elle est devenue une contestatrice et elle a fait appel, comme vous l'avez dit, à la gauche lorsque François Mitterrand est devenu président de la République. Est-ce que ses enfants ont repris le flambeau? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore aujourd'hui qui se bat pour la vérité? Oui, alors quand j'ai présenté mon livre à Dijon, j'ai organisé avec François Saint-Aubin une conférence de presse et il a indiqué qu'il